Commencer par un chiffre choc, c'est qu'une transaction Bitcoin, c'est environ 350 kilos de CO2 qui sont rejetés par transaction. C'est pas par bloc, c'est bien à chaque fois qu'on fait une transaction. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission de Cryptosphère, le podcast de Cryptosphère. Donc aujourd'hui, nous recevons Paul, avec qui on va parler des altcoins et peut-être même du futur de la blockchain. Donc Paul, je vais te laisser te présenter un petit peu. Oui, bien sûr, merci. Donc moi, je m'appelle Paul Frambeau. Je suis étudiant entrepreneur à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc étudiant d'une part parce que j'étudie les protocoles blockchain d'assez près et j'essaie de comprendre de bout en bout la technologie, des mathématiques aux applications. Et entrepreneur parce que j'étudie les applications justement et voilà les bénéfices de la blockchain sur la vie de tous les jours et quels sont les différents usages qu'on peut en faire. D'accord, super intéressant. Du coup, en fait, tu t'intéresses au milieu blockchain, crypto-blockchain depuis quand et pourquoi? Alors, la toute première fois moi, que j'ai entendu parler donc précisément du Bitcoin plus que de la blockchain, c'était vers 2012-2013. J'avais un petit journal d'économie quand j'étais petit. Et j'avais vu ça dans un journal, j'ai dit à mes parents: «Venez, on en achète, ça peut être drôle et tout». Puis ma mère a fait: «Non, non, c'est quoi ça?» Et je sans rien comprendre, hein, évidemment. Et j'en ai réentendu un peu, bien après, en 2016. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser. J'étais en terminale, ça a commencé vraiment à m'intéresser. J'en ai fait tout un sujet en prépa, donc tu sais, en classe prépa avant d'intégrer, l'Institut Polytechnique Mhm. à Télécom Paris. J'ai fait 2 ans de prépa et il y avait un mémoire à rendre et le mémoire, je l'ai fait sur les graphes acycliques qui pourraient remplacer la blockchain. Donc, c'est des alternatives à la blockchain, quoi. Et à partir de là, j'ai enchaîné. J'ai passé à peu près 2-3 ans sur l'applicatif plus que sur les protocoles. Donc, ce qu'on voit tous les jours, les différentes cryptos, voilà, l'utilité que ça peut avoir. Puis, depuis 2 ans maintenant, je me focus vraiment sur les protocoles pour essayer de déceler le vrai du faux, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que tu as Bitcoin, tu as Ethereum, tu as Cardano, enfin, tu en as plein. Et essayer de comprendre c'est quoi leur différence intrinsèque, mathématiquement, j'entends presque. Mhm. Euh, voilà, pour essayer de comprendre des choses qu'on ne pourrait pas comprendre en se concentrant que sur l'applicatif. D'accord. Et du coup, pourquoi en fait tu essaies de comprendre? Parce que beaucoup en fait s'intéressent principalement au projet. Toi, tu t'intéresses vraiment au protocole. Pourquoi cette envie de comprendre en fait ces protocoles plutôt que des projets en général? Euh, eh bien, en fait, c'est venu assez naturellement, dans le sens où on te dit beaucoup de choses en crypto, tu entends énormément, tu as des articles sur plein de sujets, on t'affirme des nombres de transactions par seconde, mais il y a un moment en fait où tu sens au fond de toi-même que tu piges pas tout en fait, tu vois, enfin Mm. qu'il y a un moment où tu es obligé de faire oui et d'accepter ce que quelqu'un te dit, quelqu'un qui peut-être a des tokens, peut-être a des partis pris, et du coup tu te dis mais est-ce que je me fais pas un peu manipuler quoi. Et moi l'ambition c'était vraiment de me libérer de ça et essayer de comprendre vraiment les choses en profondeur pour pouvoir avoir un vrai avis. C'est vraiment parti de là initialement. Bah, du coup, avant de parler des altcoins, je voulais te parler un petit peu du Bitcoin. Pour toi, on a peut-être le sentiment que le Bitcoin est un peu dépassé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pourquoi, quelles sont ses limites au Bitcoin euh, Yes, et tout ça? bien sûr. Alors, avant tout, avant de critiquer le Bitcoin, il faut quand même rappeler que Bitcoin, donc ça apparaît en 2009, Mm. euh, c'est une technologie qui est incroyable, dans le sens où euh, elle ouvre des choses qu'on ne pensait pas possibles initialement. Maintenant, est-ce que ça va être la technologie qui va être adoptée? C'est tout un sujet. D'accord. Euh, donc maintenant, venons à la critique du Bitcoin. Et la première, qui est la plus choquante, je vais commencer par un chiffre choc, c'est qu'une transaction Bitcoin, c'est environ 350 kilos de CO2 qui sont rejetés par transaction. C'est pas par bloc, c'est bien à chaque fois qu'on fait une transaction. Donc ceux qui ont déjà acheté du Bitcoin, vous avez déjà consommé 350 kilos de CO2. Euh, et c'est pas un chiffre qui est prêt de Mm. s'abaisser, bien au contraire. On sait que plus le cours du Bitcoin augmente, plus il y a des incentives à miner, donc plus il y a des incentives à consommer de l'électricité. Euh, donc c'est terrible, écologiquement c'est terrible. C'est terrible. On pourra essayer de vendre qu'il y aura un peu plus d'énergie verte, mais aujourd'hui c'est 60% d'énergie fossile. On s'en sort pas, on n'est pas prêt de s'en sortir. C'est 0,5% de l'énergie mondiale consommée en électrique. C'est terrible. Et c'est dû en fait au protocole de consensus, donc Proof of Work, qui est utilisé dans la technologie blockchain, qui est très innovant, mais
qui fait l'unanimité sur son inefficacité et sur la brutalité du choix technologique qui a été fait pour Bitcoin. Et voilà, évidemment, le premier argument qui vient en tête, même si pour moi, c'est pas le plus fondamental et le plus important, c'est l'écologie. Voilà. Sur le plan applicatif, celui qui parle aux gens, 350 kg de CO2, on se rend compte qu'il y a un problème. Quoi. Ça ne peut pas être la monnaie du futur. Et d'ailleurs, c'est même plus le storytelling du Bitcoin. Quoi. Maintenant, on ne bouge plus, on ne déplace plus ces Bitcoins, c'est une réserve de valeur. C'est Parce vrai, qu'en la fait, on ne peut réserve plus de le valeur déplacer. qui C'est ça. Mais si on y réfléchit, est-ce que c'est parce que ce qui était prévu ou c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose? Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire autre chose. Et ça nous amène à la deuxième limite, qui est le nombre de transactions par seconde du Bitcoin. Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies les moins scalables. C'est de l'ordre de 5 transactions par seconde, validées en 10 minutes, au moins 10 minutes, selon nos exigences. C'est peu, ça peut être amélioré énormément à un certain prix. Et aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies qui arrivent à augmenter ce nombre de transactions par seconde sans perdre en décentralisation. Pourquoi justement le Bitcoin, enfin la technologie n'évolue pas? Qu'est-ce qui bloque tout ça en fait? Yes, tout à fait. Ouais. Il y a deux raisons à cela. Et c'est la dernière limite pour moi qui est la plus importante, la plus fondamentale, c'est la gouvernance du Bitcoin. La première raison, c'est la gouvernance du Bitcoin. Aujourd'hui, qui contrôle Bitcoin? Parce qu'on dit que Bitcoin appartient à personne, c'est faux. Ça appartient aux mineurs. C'est les gens qui ont le réseau. Et aujourd'hui, il y a plein de raisons qui font que les mineurs n'ont pas intérêt à ce que Bitcoin bouge du tout. Fondamentalement, dans le protocole, on utilise ce qu'on appelle une fonction de hachage qui s'appelle le SHA-256. Et les mineurs ont investi des centaines de millions, voire des milliards dans du matériel qui est spécifique à une fonction de hachage qui est le SHA-256. Ça ne sait rien faire d'autre. Le matériel n'est pas liquide du tout. Et donc, évidemment, moi, je suis mineur, j'ai pas du tout envie qu'on fasse évoluer le protocole. J'ai pas du tout envie qu'on le bouge parce que si on le bouge, je perds tout ce capital que j'ai. Et donc, on peut imaginer, et c'est même certain, que le storytelling est complètement biaisé. Le storytelling du Bitcoin est complètement biaisé par ce paramètre. C'est-à-dire que ceux qui contrôlent Bitcoin ne veulent pas le faire évoluer parce qu'ils ont des intérêts économiques dans l'histoire. Ça, pour moi, c'est un des plus gros problèmes avec Bitcoin. Le deuxième problème, qui n'est pas vraiment un problème, la deuxième raison, c'est que ce qui fait la force du Bitcoin aujourd'hui, ce qui fait sa valeur, c'est la confiance qu'on a dans la monnaie. Le fait que ça marche, quel que soit le prix que ça en coûte, quels que soient les kilos de CO2 que ça rejette, beaucoup de gens s'en fichent et ils disent, voilà, ça marche, j'ai confiance dans le système. Et j'ai un professeur à l'école polytechnique qui disait, Bitcoin, it's outdated, but it's trusted. Et en fait, on a un modèle dans lequel on a confiance. Et le bouger, faire un petit écart dans ce protocole, ça pourrait se dire on pourrait perdre cette confiance. On pourrait faire un écart dans le protocole qui fait que Bitcoin pourrait se faire hacker. Aujourd'hui, on est presque sûr qu'il ne pourrait pas se faire hacker, du moins pas facilement. Et donc, on a peur. On a peur parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'euros, 1000 milliards d'euros qui sont dedans. Quoi. Voilà, pour moi, c'est les deux raisons principales. Et le dernier défaut que je vois au Bitcoin, je vais m'arrêter là sur les défauts, parce que voilà, c'est la programmabilité de la blockchain Bitcoin. Donc, la monnaie en soi est programmable, mais Bitcoin, c'est une crypto, ça s'arrête à la crypto. Alors que quand on fait de la blockchain, on comprend vite que la crypto, c'est la partie immergée de l'iceberg et qu'on a toute une série de smart contracts, qui est l'application majeure des blockchains, qui sont permises pour les langages qui sont Turing complex, ce qui n'est pas le cas du langage script qui est utilisé sur la blockchain Bitcoin. Voilà pour les limites du Bitcoin. Bah, très bien. Justement, tu as déjà commencé un peu à y répondre. Pourquoi, pour toi, en fait, le Bitcoin continue toujours de jouer une grande popularité, malgré les défauts que tu viens de citer, qui sont nombreux? Et tu l'as un peu répondu un petit peu avec les intérêts un peu privés et tout, mais… Oui, tout à fait. Alors, j'ai un peu à répondre, mais deux raisons principales. Deux raisons principales, je pense. La première, c'est qu'on n'y comprend rien. Les gens n'y comprennent rien. Les investisseurs dans le Bitcoin, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que c'est que le Bitcoin. On ne comprend rien. On voit que ça monte, donc on investit. On sent que c'est un truc un peu révolutionnaire, donc on investit, mais on ne comprend pas les nuances. Genre, pour donner un ordre de grandeur, il y a 2 jours, il y a un mec qui m'envoie un message sur LinkedIn et qui me fait tiens, j'ai vu dans un de tes commentaires que tu disais que le Bitcoin, ça consomme tant d'électricité. Et puis, moi, j'ai acheté des Bitcoins, mais je ne savais pas, en fait. Enfin, genre, personne ne m'a jamais prévenu de toutes ces limites, quoi. Et j'en viens à la deuxième limite, qui est qu'il y a cette incompréhension d'une part de les personnes, et d'autre part, tous ceux qui informent par rapport au Bitcoin, c'est des gens qui ont un point de vue qui est biaisé, qui n'est pas scientifique dans le sens où ils ont leur propre coin. C'est très rare d'avoir des journalistes crypto qui n'ont pas eux-mêmes plein de Bitcoin. Donc du coup, on peut difficilement, quand 90% de notre capital c'est du Bitcoin, dire c'est pourri comme technologie. En fait, on n'a pas du tout intérêt, ça serait se tirer une balle dans le pied. Et je pense que c'est le deuxième phénomène qui fait qu'aujourd'hui, il y a
énormément d'émulation autour du Bitcoin, que tout le monde dit que c'est la meilleure technologie, et d'autres qui disent que c'est la pire technologie, ceux qui n'en ont pas. Enfin, et voilà, ça crée des frictions, et pour moi, c'est dommage, parce que un autre monde est possible dans les crypto-monnaies, quoi. C'est marrant parce que c'est un peu comme si le Bitcoin en fait payait les gens pour pour le mettre, le promettre, pour le mettre en Bah, avant. c'est un Voilà, peu, c'est un peu toute la fourberie des ICO. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est des Initial Coin Offering. C'est un projet crypto qui se finance. Au début, il génère des tokens et il va les donner à plein de gens. Enfin, il va les vendre à plein de gens. Et donc, du coup, ceux qui ont des tokens, ils vont avoir tout intérêt à supporter le projet, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix écologique, quelle qu'en soit la raison morale. Voilà, en fait, c'est comme les mineurs, ils vont pas vouloir changer SHA-256, ils vont vous inventer toutes les raisons du monde. Il y en a qui arrivent même à dire que le fait que Bitcoin consomme énormément d'énergie, c'est ce qui fait sa valeur. Mais enfin, ou le fait qu'il soit pas scalable, c'est ce qui fait sa valeur. Mais enfin, demain, on propose un Bitcoin qui a 10 000 transactions par seconde et qui consomme 1 gramme de CO2, tout le monde le prend, quoi. ouais, Donc, évidemment. pour moi, c'est un argument qui tient pas. Et ma question suivante, et ce sera la dernière sur le Bitcoin. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec Owen Simonin Asher qui en Ouais. fait, il dit que le Bitcoin aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Il a montré que c'était possible de faire des transferts de valeur et c'était juste ça son objectif. Est-ce que finalement c'était que ça et est-ce qu'aujourd'hui le Bitcoin a sa mission, elle est réalisée, on n'a plus de questions à se poser à ça? Alors, oui et non. Sur la face, il n'a plus rien à prouver. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oui, il a prouvé évidemment que tout ça a été possible. Je rejoins complètement Asher sur ce point. C'était son rôle, c'est ça pour moi. Bitcoin, c'est l'annonceur qu'il y a une révolution qui se propage. Il y a un Internet des valeurs qui va arriver, un Internet de la confiance qui va désintermédier tout un tas de services et qui va permettre d'automatiser de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il a plus rien à prouver? Alors, à remettre dans le contexte dans lequel il a dit ça, hein. Mais évidemment, pour les raisons de scalabilité, d'écologie que j'ai pu citer avant et de gouvernance, il y a encore des choses à faire, quoi. C'est même une des technologies blockchain qui a le plus de retard, Bitcoin, sur certains points. Sur certains points, j'entends. Parce que, encore une fois, c'est ceux qui ont le protocole dans lequel on a le plus confiance, encore aujourd'hui. Ok, ok. Bah, super, donc c'était pour clore la petite partie sur le Bitcoin. Maintenant, tu l'as dit, tu es plutôt focalisé, enfin peut-être plus même un expert sur les questions de la blockchain, des protocoles. Euh, D'abord, quel est le futur pour toi de la blockchain? Et est-ce que c'est avec des consensus tout simples enfin tout simple, avec le proof of stake ou est-ce que c'est des architectures? Tu en as parlé un petit peu, des DAG. Euh, est-ce que tu peux, où est-ce que tu vois en fait le futur de la blockchain du coup? Euh, alors, pour moi, il y a trois issues différentes. Bon, déjà, la blockchain en soi. Une blockchain, pour fonctionner, il faut qu'il y ait un consensus entre les mineurs. Il faut qu'ils se mettent d'accord à chaque fois qu'il y a des transactions à valider. Et il y a plusieurs manières de les faire se rendre d'accord. La plus connue, donc celle qu'on a pu citer plus haut, c'est la proof of work, qui est une manière un peu brutale de résoudre le problème du consensus de Nakamoto, mais qui marche bien. C'est bullet tested, comme on dit. Il y a 10 ans de recul sur le sujet, 10 ans de recherche. On sait aujourd'hui que c'est sécurisé, quoi. Alors, depuis, allez, Proof of Stake, c'était proposé 2011, je crois, mais on a très peu de recul sur le sujet. Proof of Work, c'était proposé bien avant Bitcoin. Proof of Stake, ça arrive 2011. Euh, on sent qu'il y a vraiment que ça peut marcher, quoi. Que ça peut vraiment. Pour le moment, on n'a pas trouvé de faille qui fait que c'est moins bien que Proof of Work. Ceci dit, il faut être prudent, et c'est pour ça que les crypto Proof of Stake n'explosent pas encore. Il faut être prudent et surtout d'un point de vue de la sécurité, on ne sait pas encore aussi bien ce que fait la Proof of Stake que la Proof of Work. Alors maintenant, je parle que Proof of Stake, mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Proof of Space, Proof of Importance, même des trucs qui n'ont pas de. Enfin, Delegated Proof of Stake. Là, on joue quand même sur la décentralisation, donc on perd vraiment en aspect crypto-monnaie pure et on devient centralisé autour d'une identité. Je pense au BNB qui est très centré autour de Binance ou EOS, Atron, tout ça. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect blockchain pur. Maintenant, on voit que de plus en plus de projets qui sont plus basés sur des blockchains, mais sur des graphes acycliques. J'en parlais, c'était il y a 3 ans, c'était mon sujet de mémoire en prépa. Euh, pour le moment, ça n'a pas été un grand succès les 3 dernières années. On a vu les premiers, c'était IOTA. C'était un peu un fiasco au début. Au final, c'était un projet qui était centralisé et qui fonctionnait pas très bien, quoi.
qui ne résolvait pas du tout les promesses qui étaient prévues. Mais on se rend bien compte que maintenant, que ce soit IOTA qui a bien évolué depuis, mais aussi Avalanche, par exemple, enfin, il y a de plus en plus de projets qui se mettent sur graphe acyclique. Donc, à la place d'avoir cette structure linéaire de bloc par bloc, on a voilà, un entrelacement de plein de blocs, ce qui fait qu'on peut paralléliser la validation, en quelque sorte, quoi. On peut avoir plusieurs validations en même temps. Et on sent bien intuitivement que ça peut aller plus vite et qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des applications qui sont complètement nouvelles, sur la scalabilité, sur le coût. Aujourd'hui, blockchain, ça coûte très cher à faire des fees. Il y a des protocoles, Nano, qui est basé sur DAG, c'est feeless. IOTA, c'est feeless. Donc feeless, pas de fees, quoi. Pas de taxes. Pas de frais de transaction. Voilà, maintenant, là où le bas blesse, entre guillemets, c'est peut-être la question de la sécurité, où c'est beaucoup plus difficile à analyser sur un graphe acyclique. C'est un peu le bazar, on a encore moins de recul que Proof of Stake. Donc, c'est vraiment encore un temps d'avance avant Proof of Stake. Peut-être le temps de gagner la confiance, ce qui n'est pas gagné encore, à terme, potentiellement mieux que Proof of Stake. Et enfin, la dernière chose, et ça, je ne savais pas, je l'ai appris il y a quelques jours, c'était à la conclusion d'un de mes cours à Télécom Paris sur la blockchain qui disait, mais en fait, on n'a peut-être pas besoin du consensus dans les blockchains et qu'actuellement, il y a de la recherche de distributed computing, donc d'algorithmique distribuée, qui arrive à démontrer que en fait, on pourrait imaginer ce genre de système sans avoir besoin de consensus. Ce qui serait assez exceptionnel sur le plan de la scalabilité et de voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais bon, ça, encore une fois, là, on a encore une étape d'après, c'est de la recherche qui, pour le moment, est papier-crayon, comme l'était Bitcoin il y a 20 ans. Donc ça, ce sera voilà, le protocole dans 20 ans qui remplacera c'est ça, complètement voilà. le blockchain. C'est vrai que c'est assez novateur. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui imaginer une blockchain sans consensus. C'est un peu la colonne vertébrale. C'est ça, voilà. Avec le peu d'intuition de ce que c'est que le consensus qu'on a, tu vois, parce qu'au final, on ne sait pas trop ce que c'est. Le consensus, c'est un truc un peu obscur, proof of work, personne ne comprend. Enfin, si les gens comprennent, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, n'importe qui investit dans le Bitcoin il sait que c'est un truc qui consomme l'électricité, qui est utile, mais il ne comprend pas trop à quoi ça sert, tu vois. Et enfin bon, du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a des horizons qui sont très belles pour ces sujets. C'est des sujets de recherche très intéressants et je vous invite à vous y intéresser. Super. Tu nous donneras à la fin des petites sources pour qu'on puisse faire nos recherches, si tu veux bien. Yes, carrément. Du Avec coup, plaisir. la petite question qui vient après, c'est qu'est-ce que ces architectures, bon, tu as déjà répondu aussi, mais plus précisément, qu'est-ce que ces architectures amènent de plus par rapport à la blockchain? Alors, il y a plusieurs paramètres à garder à l'esprit quand on veut comparer des blockchains. Donc, on parle souvent du triangle qui, à mon sens, est un peu obsolète, mais de sécurité, scalabilité et décentralisation. Je pense qu'on peut y ajouter aussi les fees, donc les taxes, et aussi l'écologie, le paramètre écologique. Pour moi, du coup, ce serait plus un pentagone. Premier point, écologie, pour moi, c'est là où on explose la proof of work, qui est le système le plus trusted actuellement. Je prends l'exemple de Tezos, qui actuellement est une blockchain qui est développée à 200 mètres de chez moi, à Polytechnique. Ah là là. Et ils vont se faire évaluer auprès d'une entreprise des Big Four pour savoir leur empreinte écologique. Et a priori, il serait de l'ordre de environ 1 million de fois moins consommateur d'énergie qu'une blockchain Bitcoin, avec des smart contracts. C'est-à-dire qu'on peut exécuter du code sur leur blockchain là où Bitcoin, on ne peut pas. Enfin, on peut, mais dans une certaine mesure, quoi. On ne peut pas faire des choses très importantes. Donc ça, c'est le premier point pour moi qui est majeur, parce que le gros frein de l'adoption, il est là, au-delà du TPS. C'est voilà, quand les gens vont se rendre compte que ça consomme, il y aura un blocage, il y aura des marches contre le Bitcoin, écologiques contre le Bitcoin, et à raison, à raison. Après, il y a la question du nombre de transactions par seconde, qui est très compliqué à augmenter si on ne veut pas perdre en décentralisation. Il y en a qui arrivent, mais c'est difficile. C'est très difficile. Mais qui, cependant, peut être résolu par tout ce qui est parallélisation. Donc, ce dont on a parlé avec les DAG, le fait d'avoir une architecture qui n'est pas tout à fait linéaire, que ce soit par des procédés comme le sharding, qui est un procédé qui peut s'appliquer au blockchain, ou changer complètement la structure de la blockchain. Bon, ok, très bien. La technologie blockchain arrive à maturité. Les entreprises commencent déjà à l'adopter en tant que système d'information.
Est-ce que tu penses que les architectures dont tu as parlé, elles sont prêtes à être utilisées aujourd'hui? Alors, celle dont j'ai parlé avant, non, je pense pas, aucune. En tout cas, ça dépend des cas d'utilisation, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de fees pour les smart contracts qui font que c'est très compliqué d'utiliser de manière rentable une blockchain, quoi. On n'est pas encore prêt à perdre, à gagner en désintermédiation au prix actuel. C'est encore trop cher. Mmh. Mais peut-être qu'avec la maturité de la technologie, ça changera. Maintenant, il y a des blockchains qui sont publiques, c'est celle dont on parle, mais il y a aussi les blockchains qui sont privées, qui n'ont pas ce problème de fees et qui ont déjà des cas d'utilisation en production. Donc, je pense à Hyperledger de la Linux Foundation, qui est Mmh. déjà bien avancé, sur lequel on a plein d'applications et des applications qui sont utilisées, qui ne sont pas simplement des proof of concept. Donc, pour moi, pour les entreprises, pour l'instant, il faut se restreindre aux blockchains privées jusqu'au jour où on aura une technologie assez performante. D'accord. Et donc, l'aspect un peu finesse des DAG et autres architectures, pour l'instant, c'est pas encore prêt, mais plus tard, est-ce que ce sera prêt, tu penses? Est-ce qu'il peut y avoir une C'est application? difficile à dire. Déjà, il ne faut pas se voiler la face, il n'y aura pas de protocole qui fera des smart contracts filess. Donc, il y Mmh. aura des protocoles qui auront la capacité de faire descendre au maximum les prix, euh, mais aucun ne peut prétendre pouvoir faire exécuter des contrats sur différents ordinateurs en même temps sans devoir faire payer l'utilisateur. Enfin, de mon point de vue, encore une fois. Ou alors le moyen de payer sera caché. Euh, Mmh. Maintenant, c'est difficile à dire. Je ne pense pas que les DAG vont arriver, vont remplacer la blockchain et tout le monde va passer dessus du jour au lendemain. Je pense qu'il faut qu'ils gagnent en confiance. Dans un premier temps, la route est longue, il faut qu'ils prouvent déjà qu'ils sont meilleurs que la blockchain, c'est pas encore prouvé. Et une fois qu'ils seront prouvés, il faut qu'ils gagnent la confiance. Une fois qu'ils ont montré qu'ils ont un meilleur TPS, donc transactions par seconde, qu'ils sont plus écologiques, qui sont tout aussi décentralisés, bah, faut prouver la sécurité. Sauf que pour prouver la sécurité, il faut du temps. Et ça, on peut pas le raccourcir. OK. Donc pour moi, dans l'immédiat, pas tout de suite, vraiment pas. Avant ça, je vais te demander on a parlé en fait de ces projets qui utilisent en fait des alternatives, enfin, alternatives à la blockchain ou des évolutions de la blockchain. Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets, nous en citer et nous en présenter au moins un, rapidement pour cette petite fin d'émission? Ouais, pourquoi pas. Bah, le plus connu, la plus grosse alternative connue à Ethereum, bah, Ethereum, on peut le considérer comme un altcoin par rapport à Bitcoin. Sauf que Mmh. vu qu'il apporte quelque chose de nouveau, qui sont les contrats qui sont exécutés sur la blockchain, je ne le considère pas vraiment comme un concurrent de Bitcoin. Pour moi, il a une nouvelle proposition de valeur qui est encore plus large que celle de Bitcoin. Par contre, aux alternatives à Ethereum, il y en a plein. Notamment Cardano, c'est le plus connu, avec Polkadot, ou c'est des blockchains qui ont des consensus différents, donc qui sont plus basés sur de la proof of stake. Et si on prend par exemple Cardano, voilà, c'est une technologie qui propose euh, une évolution en 5 étapes, donc 5 R, les 5 R de Cardano, qui au fur et à mesure vont améliorer leur modèle. Donc, on part d'un modèle très, très simpliste, où on peut juste émettre et échanger le token de manière assez centralisée. Puis au fur et à mesure, on devient décentralisé. Puis au fur et à mesure, on implémente le sharding, donc on fait un gros volume de transactions par seconde. Puis on a des smart contracts, etc. Puis on a une gouvernance intéressante. Euh, Mmh. Encore une fois, il y a personne qui a prouvé qu'ils étaient meilleurs que Ethereum sur le plan fonctionnel, je pense. C'est mon avis personnel, ça, par contre. Mais voilà, je ne suis pas capable de le démontrer comme ça. Ceci dit, ça sent bon pour eux, dans le sens où ils ont une vision d'emblée qui est différente et c'est beaucoup plus difficile pour Ethereum de migrer vers quelque chose qui, par exemple, est Proof of Stake, que de Cardano qui démarre Proof of Stake, d'évoluer sur Proof of Stake, à mon sens. Voilà. L'autre avantage de Cardano, pour préciser un peu le protocole, c'est le fait qu'ils ont bien compris que les gens étaient frileux vis-à-vis de Proof of Stake et ils se sont dit on va faire un papier. Et ce papier, donc c'est le Ouroboros Proof of Stake, c'est leur protocole. Mmh. Faut qu'il soit peer-reviewed un max. Faut que pour gagner en confiance, faut que les gens il y ait une confiance scientifique dans le truc. Qu'on ait confiance scientifiquement dans la technologie. C'est leur plus grande force pour moi de Cardano. C'est Mmh. qu'ils ont bien compris, ce problème de confiance dans la Proof of Stake. C'est vrai que quand on regarde un peu Cardano, très rapidement, l'idée qui revient, c'est vraiment la recherche presque scientifique, enfin, recherche scientifique qu'il y a Tout à derrière fait. Tout à fait. chaque évolution du protocole.
Ça, c'est vraiment Ils sont très intéressant. fiers de ça et pour moi, je pense que c'est un axe très intéressant à prendre pour une technologie qui plus tard sera publique, open source et qui appartient à tout humain. Euh, je pense que l'angle non lucratif à fond, l'angle scientifique à fond est le meilleur angle. Mais ça, encore une fois, c'est une conviction personnelle. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est super intéressant tout ça. Donc moi, je vais te poser la petite question de la fin et qui va être encore plus intéressante, mais cette fois pour nos auditeurs, et pour moi aussi, en fait, tout simplement. Quel conseil tu pourrais donner aux nouveaux arrivants qui découvrent la technologie, en termes de ressources de recherche et tout? Bon, déjà, le truc qu'on dit à tout le monde, c'est do your own research. Donc, Dior, ça, c'est je suis obligé de le dire, c'est super important. Comme on l'a dit au début, c'est super compliqué comme sujet. Il y a plein de points de vue, il y a des avis qui sont biaisés, il y a surtout des avis biaisés, si ce n'est même presque que ça. Euh, donc faites attention, diversifiez vos sources. Et pour vous aider, je pense, deux tips. Le premier tip, c'est de toujours voir le mal d'un projet, toujours essayer de le critiquer. Voilà. On me présente Bitcoin, qu'est-ce qui ne va pas dans Bitcoin? On me présente Ethereum, qu'est-ce qui ne va pas dans Ethereum? Cardano, etc. Ils ont tous leurs défauts, hein. Il n'y a personne qui est parfait, sinon ça se serait. Euh, et une fois qu'on sait où est-ce que le bas blesse, on essaie de comparer les défauts, quoi, et se dire, bon, 350 kg de CO2, c'est peut-être beaucoup quand même. Est-ce que je suis pas prêt à passer sur autre chose, tu vois? Et, Ouais, euh, et le deuxième conseil, qui est peut-être le plus important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on fait tout ça. Pourquoi il y a des crypto-monnaies? Pourquoi il y a des smart contracts? Réfléchir 1000 fois dans sa tête, parce que c'est très abstrait, c'est très fin la différence. Pourquoi on fait des algorithmes sur smart contracts au final? Euh, et ça, surtout pour les entrepreneurs, ça peut être un conseil, c'est d'essayer vraiment de cerner qu'est-ce qu'apporte la blockchain. C'est quoi la proposition de valeur de la blockchain, de Satoshi quand il commence, quoi. Et là, c'est là où on commence à saisir vraiment. On peut comprendre après quels sont les protocoles sont vraiment dans qui apportent vraiment des choses ou ceux qui n'en apportent pas. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, faites votre propre recherche. bah, écoute, ce sont des superbes conseils, je trouve. J'espère que, bah, les auditeurs le trouveront aussi. Si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres conseils, si vous voulez réagir par rapport à ce que Paul a dit, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou, sur n'importe quel réseau, venir nous contacter à Ouais, Cryptosphère. n'hésitez pas, hein, à débattre, hein. Mmh, Encore une fois, c'est une vision qui est peut-être biaisée parce que voilà, on a nos tokens, mais qui est aussi peut-être biaisée par le fait qu'on ne connaît pas tout, évidemment, et que donc, surtout, voilà, vous êtes Bitcoin maximaliste, vous n'êtes pas d'accord sur le sujet d'écologie, n'hésitez pas à réagir. Envoyez-moi un message privé ou dans les commentaires. Je suis ravi de qu'on puisse en débattre. C'est ce qui est intéressant, justement. voilà, voilà, j'espère que vous avez bien reçu le message. N'oubliez pas, débattez, c'est hyper important et effectivement, faites vos propres recherches. Ce sera le mot de la fin, je pense. Bon, bah, Paul, merci beaucoup d'être venu et Bah, on merci à se dit à très Cryptosphère. bientôt, hein.